Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique ? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Si vous regardez bien, les entreprises qui ont du pouvoir en 2021, c'est celles qui ont nos données. Tous les jours, je t'assure, je me demande à quel niveau l'IA peut faire mieux que moi. Et je laisse l'IA faire. Pouvoir vivre ma vie sans avoir peur du regard des autres. Littéralement, aujourd'hui, je n'ai peur de personne. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans Calisti. Aujourd'hui, je reçois Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Nankeda. J'ai bien prononcé. Nankeda, t'étais pas loin. Nankeda. J'étais pas très loin. Merci beaucoup pour l'invitation dans ton podcast. Avec plaisir. Alors, Natacha, tu es ingénieure data scientist depuis plus de 5 ans et enseignante à l'INSAI, donc École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. En parallèle de ça, tu as créé une chaîne YouTube qui s'appelle Le Coin Stat et un podcast qui, tous les deux, visent à rendre le monde de la data et de l'intelligence artificielle accessible à tous. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Calisti. Alors, Natacha, tu as eu un sacré parcours et tu as dit à plusieurs reprises que la data et l'intelligence artificielle avaient changé ta vie, littéralement, transformé ta vie. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et puis ce qui t'a amené dans ce domaine ? Alors, merci encore Nankeda. Cette fois-ci, j'ai bien prononcé. Yes. pour l'invitation dans ton podcast. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi, c'est Natacha. Et je me suis donné une mission essentielle qui est de rendre le monde de la data et de l'intelligence artificielle accessible à tous et à tout en fait. Comme tu as dit, aujourd'hui, je dis en fait que la data et l'IA ont transformé ma vie. Pourquoi ? Parce que je viens du Cameroun et je viens d'une famille qui est relativement modeste. Donc, mon papa, il était militaire. Aujourd'hui, il est à la retraite. Et ma maman, en fait, en Afrique, je ne sais pas si vous avez ça en Côte d'Ivoire, mais il y a ce qu'on appelle les bayam salam. En gros, les personnes qui travaillent souvent dans l'informel, elles achètent des produits qu'elles revendent au marché, en fait, dans les petits marchés, en s'enseignant à même le sol. C'est ce que ma maman faisait, en fait. Et mes parents, en fait, comment dire ça ? Ils avaient compris l'importance de l'école. Donc, ils faisaient tout pour que nous, mes frères et sœurs, j'ai 5 frères et sœurs, mes frères et sœurs, on aille à l'école. Donc, quand ils travaillaient, vraiment, c'était pour payer nos scolarités et payer tout ce qu'on a pour ne manquer de rien. Donc, pendant tout mon parcours scolaire, j'étais très studieuse. Donc, je travaillais, j'ai ménagé au bon effort, j'avais toujours de bonnes notes à l'école. Donc, après mon baccalauréat, mention bien, j'ai une amie qui s'appelle Bénédicte qui me parle de l'ICA. L'ICA, c'est quoi ? C'est l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. C'est l'une des plus grosses écoles de statistique en Afrique centrale. Et c'est un concours qui est assez exigeant. Dès qu'elle me parle de cette école-là, elle me dit, Natacha, à l'ICA, si tu arrives, en fait, il y a la bourse, en fait. On te donne, à mon année, c'était 1 400 000 francs CFA. C'est énorme au Cameroun. Par an. Alors, attends, je t'arrête pour qu'on se rende compte en euros. 1 400 000, on est à peu près sur 1 000 euros, grosso modo. 2 000 euros à peu près, parce que 1 000 euros, c'est 1 500 euros, c'est 1 million. Et 2 000 euros pour l'année. Sachant que le niveau des yeux au Cameroun, il est plus bas qu'en France. Donc, c'est quoi ? Le SMIC, c'est autour de 30 000, donc même pas 50 euros. Donc, 1 400 000 quand même pour une étudiante, c'était énorme. C'est beaucoup. Exactement. Donc, j'ai travaillé, j'ai fait toutes les anciennes épreuves de 1989 en 2012 pour pouvoir réussir le concours. Donc, j'ai réussi le concours. Franchement, je ne vais jamais oublier ce jour-là. J'étais tellement contente parce que, tu vois, ça te permet de sortir de ta situation. Je commence à maîtriser les statistiques, je commence à apprendre, en fait, la data science, en fait. C'est pas comme ça que je l'appelais à cette époque-là. Pendant mes études à l'ICA, je découvre une école, tu as parlé tout à l'heure de l'INSAI, où je suis enseignante. Je découvre l'INSAI. Et pareil, en fait, tu vois, à l'INSAI, j'avais la possibilité d'avoir une bourse. Et à l'INSAI, je pouvais aussi intégrer la filière gestion des risques et ingénierie financière. J'avais fait des stages à Free First Bank, donc je comprenais un peu le monde des risques. J'avais vu l'intérêt de la data et de l'IA dans le monde de la banque. Raison pour laquelle j'intègre l'INSAI ici à Rennes en France, donc je viens en France en 2017. Et pendant ma scolarité, je continue comme d'habitude, toujours studieuse. À travailler. À travailler, tout simplement. L'école, c'était vraiment
la voie royale, en fait, pour m'en sortir. Donc, je travaille à l'INSAI. J'ai fait mon premier stage à la Société Générale, grand groupe Mhm. bancaire. Je découvre la défense, les grands taux. Franchement, je ne vais jamais oublier mon premier jour. J'étais C'est impressionnée. vrai que ça impressionne. Ouais, ouais, ouais. La première fois, en tout cas, quand tu arrives devant la grande âge, franchement, c'est impressionnant. Donc, j'ai fait mon premier stage en 2018 à la Société Générale. Mhm. Et en 2019, je fais un deuxième stage encore au sein du groupe Société Générale. J'ai mon premier CDI au sein du groupe Société Générale. Donc, c'est comme ça, en fait, que je commence mes premiers pas dans le monde de data et IA, dans le domaine bancaire, en fait. Donc, j'ai commencé ma carrière à la Société Générale pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, en fait, moi, j'ai un profil, j'aime beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses en même temps. Donc, pendant mon expérience Société Générale, j'étais sur presque tous les sujets de l'équipe. J'allais voir mon manager, je lui disais, je fais telle chose, telle. En fait, j'avais besoin d'être occupée pour pouvoir me sentir. En fait, j'aimais bien avoir la vision 360 de ce que l'équipe faisait. Bon, au bout d'un moment, j'avais l'impression de ne plus trop apprendre. Donc, j'ai donc décidé de démissionner. Je suis allée en conseil chez EY. Je ne sais pas si tu connais EY. Oui, oui, bien sûr. Ernst Young, très gros Exact. cabinet en stratégie. Mhm. Exactement. C'est plus cabinet de conseil et d'audit. C'est ça, surtout. Et d'audit. Euh, Mhm. c'est ça. Donc, j'ai rejoint EY. Pourquoi est-ce que j'ai rejoint EY? Parce que moi, je voulais justement avoir la possibilité de faire plusieurs choses, aller sur plusieurs clients. Donc, c'est la vision, en tout cas, du conseil que j'avais. Mais quand j'arrive en conseil, je me rends compte que cette vision n'était pas complètement juste. Parce que quand tu travailles en cabinet, il faut qu'on te place chez les clients en mission. Il faut que ça rapporte de l'argent à l'entreprise. Oui. Donc, on a intérêt à ce que ta mission se renouvelle. Si tu restes 3 ans dans la même entreprise, c'est fine pour le cabinet parce que ici, en fait, comment dire ça? Ils sont en train d'améliorer la relation avec leurs clients. Mhm. Tu vois, c'est Mhm. cette vision-là que je n'avais pas forcément quand j'intègre EY, raison pour laquelle je démissionne d'ailleurs, parce que je voulais changer de mission, mais j'ai compris que ce n'était pas forcément possible. Et là, je retourne encore en interne, cette fois-ci, je suis HSBC, Ok. donc c'est aussi une grande banque anglaise. Donc, je continue un peu mon aventure en gestion des risques bancaires, data science. Et là, je comprends que finalement, c'est pas tant EY ou bien Société Générale, ou bien, mais c'est vraiment le salariat qui n'est pas fait pour Natacha. Et là, tu vois, j'avais déjà démissionné plusieurs fois. Je dis souvent que Oui. j'ai démissionné 3 fois en un an. J'avais démissionné Société Générale, j'ai démissionné EY, j'ai démissionné HSBC. J'avais fait des missions à BNP. J'avais fait une mission chez Money Bank. Donc, j'avais déjà vu les grosses banques, en fait, de France. Je me suis dit, mais où est-ce que je veux aller? Je ne savais plus. En fait, Mm. quand tu as fait ces banques-là, le monde est très petit. Tu peux pas tout faire, en fait. Donc, c'est très petit. Je ne savais vraiment plus où je pouvais aller. Je voulais intégrer les entreprises de la tech à la base. J'ai pensé à intégrer Google. Mais sauf que je me rends compte que chez Google, j'ai contacté un de mes anciens d'école à l'INSAI qui est chez Google. Il m'a dit en fait que c'est quand il est arrivé chez Google qu'il a vraiment eu le sens. Il a senti il faisait un travail qui avait de l'importance. Tu vois, parce que ça, ils ont quand même de l'impact. Tu vois, Google Search, tout le monde l'utilise en fait. Bien sûr, 90% du monde entier en fait, parce que Voilà. aujourd'hui, ouais. Ben, imagine, tu travailles pour ce type d'entreprise où tu as de l'impact sur autant de projets, la technologie. Donc, c'était ça un peu mon ambition d'aller chez Google quand j'étais chez HSBC. Mais sauf que j'ai candidaté chez Google. Première fois, j'ai pas forcément réussi les entretiens. Mais deuxième fois, j'ai réussi les entretiens, mais finalement, on me dit que le poste est fermé. Ok. Donc, quand le poste se ferme, j'analyse encore. Il y a des personnes que j'admire chez Google. Je vois que ces personnes-là, en général, elles démissionnent pour créer pour leur propre entreprise. Ok. Donc, c'est où, en fait, je commence à réfléchir. Je me dis, en fait, si les gens vont, où je vais aller chez Google, là, ils vont là-bas, ils font pas 2 ans, ils démissionnent, ils se mettent à leur propre compte. Est-ce que si moi-même je vais là-bas, je ne vais pas suivre le chemin? Ouais. Est-ce que Bah c'est oui, vraiment, bien sûr. tu vois? Ça m'a fait un peu me reposer des questions. Je me suis dit, ok, finalement, peut-être que je vais aller en freelance, en fait, parce que je ne sais pas si je vais faire BNP, je ne sais pas si je vais aller en finance, je ne savais plus trop ce que je voulais faire. Donc, Mm. j'aurais pu, si j'avais les moyens, j'allais faire une année sabbatique, mais mes conditions ne permettaient pas, moi, de faire une année sabbatique. Raison pour laquelle j'ai découvert le freelancing. Je pouvais échanger mon temps contre de l'argent. Et puis, je me suis dit, OK, mon année sabbatique à moi, ce sera d'être freelance. Donc, aller proposer mes services auprès des entreprises et échanger mon temps contre de l'argent. Donc, voilà ce que je fais aujourd'hui. Je suis freelance auprès des banques. Et en parallèle, j'ai créé justement le coin Stade dont tu as parlé pour rendre Mhm. le monde de la data et de l'IA accessible à tout le monde. Donc, longue présentation, mais voilà un peu mon parcours Non, c'est de façon important. globale. C'est important parce que je pense que la chose qui frappe quand moi je suis tombée sur ton contenu, la chose qui frappe réellement, c'est que Mm. tu as une énergie en fait à faire des choses, à entreprendre des choses et
des fois, tu sais, pour certaines personnes, on peut se demander, mais d'où est-ce que ça vient? Comment est-ce qu'elles trouvent l'énergie de faire tout ça, tu vois? Ouais, Et c'est important de comprendre en fait le parcours parce que ça explique en fait énormément de choses, quoi. exactement. Ok, ok, très bien. Et donc aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu travailles dans ce monde-là. Ouais, 3 ans en CDI et 2 ans en freelance. Donc, ça fait déjà 5 ans que je suis dans le monde de l'IA et de la data. Ok, donc en fait, tu as vu les choses venir avant que le monde entier ne découvre ChatGPT et compagnie, quoi. Je ne le dirais pas à ce point, pas Ouais. forcément parce que, tu sais, le monde de la data, c'est un monde qui est très vaste, Mhm, en fait. Il y a tellement de choses, en fait. Il y a vraiment, aujourd'hui, ChatGPT derrière, pour aller un peu dans la technique, c'est ce qu'on appelle le deep learning. mhm. Tu vois, le deep learning, c'est pas forcément les problématiques sur lesquelles moi je travaillais. Donc, je peux dire, j'ai pas forcément vu venir comme tout le monde. J'ai peut-être découvert, découvert ça avec beaucoup de monde, mais j'avais quand même des prédispositions, en tout cas, pour comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir entraîner ce type de modèle. C'est Mhm. ça, en fait, la force que moi j'avais. Ok. Bon, écoute, tant mieux, vraiment. Alors, donc là, merci pour ta présentation. Dans ce podcast, comme je te disais avant qu'on commence, on parle généralement de qualité logicielle, mais on parle également d'autres métiers de la tech et l'objectif est de faire des ponts, de comprendre un petit peu les ponts entre ces différents métiers. Donc, ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer concrètement ce qu'est l'analyse de données? Parce qu'on entend beaucoup de choses, comme tu viens de le dire, on entend beaucoup de choses, c'est très vaste, c'est très large, et on a tendance à coller le mot data un petit peu partout, quoi. Donc, concrètement, est-ce que tu peux nous l'expliquer comme si on était voilà, des novices, qu'on ne savait pas ce que c'était? Alors, comme tu l'as dit, en fait, le monde de la data et l'IA, c'est tellement vaste, ok? On peut se perdre. Et c'est même l'une des questions que je reçois le plus en général en DM, Natacha. Euh, Quels sont les métiers du monde de la data et l'IA? Tout le monde s'appelle data scientist, tout le monde est data analyst. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ok? Il faut savoir que la donnée, c'est la base, en fait, tu vois. Moi, je dis, la donnée aujourd'hui, c'est l'or du 21e siècle. Si vous regardez bien, les entreprises qui ont du pouvoir en 2021, c'est celles qui ont nos données. J'ai parlé tout à l'heure de Google. Google a nos données, Google Maps, Google Search. On prend Facebook, Meta. Meta a nos données. WhatsApp, Instagram, TikTok. Franchement, TikTok. Plus de 2 milliards Le d'utilisateurs. pire, le pire, le pire. On passe. En fait, ces entreprises-là connaissent comment on pense. Elles savent Mm, ce mm, mm. qu'on aime. Elles nous connaissent mieux que nous-mêmes, en fait. Vraiment. Parce que tout ce qu'on partage, ce n'est pas anodin. On peut croire qu'elles n'ont pas nos données, mais elles ont véritablement nos données. TikTok, YouTube. On regarde, quand tu regardes des choses, parfois, on comprend ton besoin actuel. Par exemple, si tu es enceinte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller regarder les vidéos de maternité sur YouTube. Donc, YouTube sait déjà exactement qui tu es. Si tu veux acheter une nouvelle voiture, tu vas aller sur YouTube, tu vas aller regarder les vidéos de voiture. Donc, on connaît exactement ce que tu veux sans même que tu ne t'aperçoives. Et Mhm. quand on connaît ce que tu veux, on peut te contrôler, entre guillemets. On peut te proposer des services qui soient adaptés à ton besoin. Donc, on est capable de le faire. Donc, la donnée, vraiment, c'est ce qui permet aux entreprises d'avoir de la différence. On peut personnaliser le service. Parce qu'on te connaît, on peut personnaliser tout ce qu'on te donne. On te connaît très bien. Donc, maintenant, je dis ça, que la donnée, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est l'or. Les entreprises qui veulent vraiment avoir la différence doivent bien analyser leurs données. OK? Mais pour analyser la donnée, il y a un process bien structuré. La première étape, c'est d'abord récupérer ces données-là. Comment est-ce que j'ai plusieurs sources de données? Comment est-ce que j'arrive à récupérer? Et pour récupérer cela, il y a un métier essentiel dans le monde de la data qu'on appelle data engineer. Je dis souvent que les data engineers, ce sont des professionnels qui ont l'art de rendre les données utilisables. OK? Au début, les données sont un peu partout. Il faut qu'on crée ce qu'on appelle des pipelines. Un peu comme l'eau. Tu vois, l'eau, il y a dans la source, on met des pipelines pour que ça arrive dans nos domiciles. C'est pareil en fait à la donnée. Le rôle des data engineers, c'est ça. Créer ces pipelines qui vont permettre justement de conduire la donnée d'un point A à un point B. Et ça, c'est le premier métier du monde de la data, du moins le métier. Après, il y a data architecte, il y a d'autres variantes, mais je donne un peu le gros focus, quoi. Mhm. Donc, data Mhm. engineer, je déplace la donnée d'un point A à un point B. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir des compétences en informatique, avoir des compétences en data architecture, mais voilà. Mhm. Maintenant, tu vas peut-être me dire, Natacha, OK, une fois que la donnée est au point B,
comment est-ce que je fais pour pouvoir l'analyser ou bien... Et l'utiliser derrière. Exact. Prendre des décisions impactantes. À ce niveau, du coup, il y a un autre métier qu'on appelle data analyst. Que font les data analysts? La définition que j'ai pour simplifier, c'est les data analysts, ce sont des professionnels qui ont l'art de rendre les données utiles en mettant en place de temps en temps ce qu'on appelle des dashboards, des tableaux de bord qui permettent de prendre des décisions impactantes. Je vais prendre un exemple clé. Je suppose que j'ai une entreprise aujourd'hui. J'ai envie de comprendre c'est quoi la répartition de ma clientèle par zone géographique. Je peux avoir un magnifique dashboard qui me donne les indicateurs clés pour comprendre en fait ma clientèle. Et ça, ce sont les data analysts qui le font. Yeah. Je peux avoir besoin de savoir quelle est la moyenne des chiffres d'affaires sur les 12 derniers mois. J'ai mon dashboard, un tableau fait avec Power BI Tableau pour ceux qui le savent, qui me permet d'avoir ces indicateurs-là. OK? Donc, la partie data analyst, c'est plus la partie descriptive, analyse. Data engineer déplace de A à B. Data analyst arrive au point B, met en place des analyses statistiques, des tableaux de bord pour pouvoir prendre des décisions impactantes. Sauf que dans l'entreprise, on ne reste pas seulement sur du descriptif. Les entreprises qui prennent vraiment qui apprennent justement à faire la différence, font ce qu'on appelle des analyses prédictives. OK. Ça veut dire quoi? Quand je suis sur YouTube, par exemple, je suis en train de regarder une vidéo de podcast, par exemple, je regarde, YouTube doit anticiper mon besoin, doit savoir que si je regarde cette vidéo, peut-être je vais aimer telle autre vidéo. Et ça, c'est de la prédiction. Et pour faire ce travail de prédiction-là, il y a un autre métier qu'on appelle data scientist. Scientifique des données en français, en gros. Qu'est-ce que les data scientists font? Moi, la définition, les data scientists, ce sont des professionnels qui ont l'art de rendre les données utiles, cette fois-ci, en utilisant 5 compétences clés: les mathématiques, les statistiques, tout ce qui va être programmation, on parle beaucoup de Python, comprendre ce qu'on appelle le machine learning. OK? Je vois ChatGPT aujourd'hui, c'est du machine learning. J'étais parlé de deep learning au début, mais c'est une sorte de machine learning, c'est-à-dire des systèmes qui vont donner à l'ordinateur la capacité d'apprendre par eux-mêmes à partir des données. OK? C'est ça le machine learning. On doit apprendre en fait à communiquer. Parce que pour pouvoir prendre des décisions impactantes, je dois convaincre les métiers qui ne comprennent pas forcément mon langage technique, en fait. Donc, raison pour laquelle je dois apprendre à communiquer. Et je dois apprendre un business. Parce qu'un data scientist, moi, je suis dans la finance. Mes clients principaux sont souvent en finance. Donc, dans la finance, ce n'est pas la même chose que dans le marketing. Donc, je dois comprendre le métier qu'il y a derrière. Donc, il y a ça, data scientist. On va donc mettre en place plus des compétences d'analyse de données de base. J'ai des compétences qui me permettent de mettre en place des prédictions. Savoir par exemple que aujourd'hui, si je vais acheter une maison, j'ai des chances de ne pas rembourser mon crédit ou pas. Ça, c'est de la prédiction. Savoir que, par exemple, moi, je suis chez Bouygues Télécom sans publicité, mais on sait bien que dans les télécommunications, le départ à la concurrence est très important. Il suffit juste que je me rende compte que mon abonnement Internet, il a 40 €, alors que Free me propose 10 €. Avec le même prix pour ces services, tout de suite, je vais vouloir aller chez Free. Donc, ces entreprises-là ont ce qu'on appelle le churn, dans le départ à la concurrence. Elles doivent mettre en place, en fait, des modèles qui permettent de prédire quelles sont les personnes qui vont aller chez la concurrence. Est-ce que Natacha, aujourd'hui, va aller chez la concurrence? Donc, il y a des modèles derrière qu'on doit développer pour pouvoir prédire le départ à la concurrence. Ça permet justement, derrière, de mettre en place des actions marketing pour retenir la clientèle. Okay? Donc, les data scientists vont travailler sur ce type de modèle-là. Prédiction du churn. Si je prends le cas de la santé, ça peut être quoi? Détection, est-ce qu'il y a un cancer sur cette radio? Ouais, c'est ce type de problématique. Donc, on met en place le modèle, d'accord? On a mis en place le modèle. Il faut maintenant que le modèle soit utile. Il faut que le commun des mortels utilise ce modèle-là. D'où un troisième métier, Machine Learning Engineer. Le rôle des Machine Learning Engineers, c'est quoi? C'est de rendre les modèles de machine learning utilisables. Ça veut dire mettre en production. Ça veut dire que tout le monde a ChatGPT sur son téléphone. C'est ça, en fait, mettre en production, c'est rendre utilisable aux communs des mortels ou bien aux métiers. Donc, voilà un peu ramasser les métiers clés. Il y en a d'autres, mais je vais te donner là un peu une vision transverse des métiers clés du monde de la data et de l'intelligence artificielle. Donc, vous avez à la base data engineer, je collecte la donnée d'un point A à un point B.
data analyst, je prends la donnée au point B, je mets en place des analyses de données, statistiques, dashboards pour aider à prendre la décision. Dès que data scientist, je viens au point B, je vais plus loin, je vais pas aller plus loin, je mets les modèles prédictifs pour prédire le comportement des clients. Machine learning engineer, data scientist a mis en place le modèle. Maintenant, il faut qu'on rende cela disponible at scale, c'est-à-dire dans toute l'entreprise. Je mets en place des process pour pouvoir rendre disponible le modèle. Donc voilà. Ok, très clair, très très clair. Alors, je pense que c'est tellement important en fait de préciser parce que on a vraiment tendance à confondre, tu vois, les différents métiers et pour les personnes qui, par exemple, pensent à se reconvertir vers les métiers de la data, un coup ils vont parler effectivement de data engineer, un coup ils vont parler de data analyst et effectivement, c'est très très important de le préciser ici parce que c'est pas tout à fait les mêmes métiers, quoi, Ouais, clairement. c'est ça. Exact. Ok. Et parfois, même en faisant la reconversion, on veut tout faire en Mhm. même temps. Alors que Oui, chaque métier a des compétences bien précises. Et tu ne peux pas. Moi, je ne maîtrise pas tout. Moi, j'ai mon expertise. Et j'assume que j'ai mon expertise. Mais je suis capable d'apprendre. Ça veut dire que si Mhm. aujourd'hui, Natacha avait data engineer, bah, je me mets sur la mission, j'apprends, en fait. Tu vois. Donc, accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser parce que le monde de la data et l'IA, c'est un monde où on a beaucoup le syndrome de l'imposteur. Moi, la Tout à première. fait. Parce que Mhm. aujourd'hui, je vais te parler de data science. Demain, il y aura un nouveau truc qui va sortir. Je vais me sentir vraiment incompétente, littéralement, Mm, parce que mm, 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 mm. c'est loin de moi. Mais accepter que c'est un domaine qui change régulièrement et se former, c'est comme ça qu'on arrive à progresser. Mm, 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 mm. Ouais. Et parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de dire. Je sais que Mm. tu le dis aussi, tu vois, dans le cadre de ton podcast, dans le cadre de ta chaîne. Se former, de toute façon, c'est un peu un inconditionnel Mm. dans les métiers de la tech. Tu n'as pas d'autre choix, en fait, parce que ça va tellement vite Ouais. que du jour au lendemain, tu peux te retrouver complètement. Enfin, combien d'exemples il y a de personnes qui sont dans leur quotidien, effectivement, parce que, bah voilà, c'est comme ça. Il y a certaines personnes à qui ça va très bien, mais c'est comme ça que tu finis par te retrouver dépassé et ça croît de manière tellement exponentielle que, oui, au bout d'un moment, tu n'as plus trop le choix, quoi. Mm, Ouais. mm. Tu as complètement raison, Nankeda. Et surtout avec l'évolution de l'IA actuelle. Ouais, ouais, Aujourd'hui, ouais, quand ouais. je regarde ChatGPT, je me demande ce que les entreprises de la tech sont en train de nous préparer. C'est monstrueux. Mhm. Je sais pas comment toi tu as réagi quand tu as vu ChatGPT, mais franchement, s'il y a des J'ai personnes... adoré. Tu as adoré? Voilà. J'ai adoré. Et avec l'évolution, quand moi je vois l'évolution, je t'assure, je pense que tout est possible là. Je pense que ce n'est pas un mythe que ChatGPT va prendre des métiers. Ce n'est plus un mythe en fait. La question c'est Mais quand? ça y est, là, mais ça, comme on y est, en Ouais. soi, on y est vraiment. Ouais. Mais après, bon, je peux comprendre que ça fasse peur aussi, parce que mine de rien, il y a énormément de questions Mhm. éthiques autour de ça. Mhm. Mais Ouais. c'est assez frappant. Tu vois, j'avais eu un invité où on parlait des véhicules autonomes. Et il me disait, alors, l'intelligence artificielle, on a commencé à l'intégrer dans nos formations, mais je reçois des personnes qui me disent non, mais la machine ne remplacera pas l'homme. Et en fait, il te fait un parallèle entre la révolution industrielle et maintenant. Et il dit, le problème, c'est que ces personnes-là ne comprennent pas que qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, qu'on ait peur ou qu'on n'ait pas peur, en fait, c'est là, Ouais. c'est présent, ça avance. Donc, il y a deux options. Soit on prend le train parce qu'il faut le prendre, soit on ne le prend pas et on va se retrouver complètement dépassé. Et dans ce cas-là, va y avoir une scission et ça va être dur et ça va être douloureux. Mais ces personnes-là ne se rendent pas compte, en fait, que, voilà, aujourd'hui, on n'est pas prêt à prendre, en tout cas en France, à prendre une voiture où il n'y a personne derrière le volant parce que oui, on a peur, c'est éventuellement notre vie qui peut être en danger. Mais dans la Silicon Valley, il y a eu des gens qui ont eu peur, mais toujours est-il que c'est en place aujourd'hui. Donc, ça va forcément arriver chez nous à un moment donné. Ce n'est qu'une question de temps en fait. Ce n'est Ce qu'une n'est question qu'une de temps. question de temps. C'est vrai, comme Mm. tu as dit, il y a l'enjeu éthique et tout. Bien sûr, il faut travailler là-dessus. Mais moi, j'estime il faut y aller. Il faut, du moins, bien sûr, être conscient des limites, être conscient de... Parce que c'est nous qui faisons ces algorithmes-là, en fait. Mhm. Il y a la peur de ces algorithmes, peut-être, ça serait un peu comme l'arme nucléaire du 21e siècle. Oui, il y a cette peur, mais sauf que c'est nous, en fait. Si une personne qui a une bonne conscience, une personne qui est éthique, une personne qui a un bon fond, entre guillemets, développe les IA également seront essentiellement là pour nous aider.
Mais par contre, si on Mhm. laisse entre des personnes qui sont forcément malsaines, je pense que l'IA est à l'image de ses créateurs, en général. Ouais, ouais, C'est ouais. ça la clé. Donc, il faut y aller. Moi, je n'hésite pas. Tous les jours, je t'assure, je me demande à quel niveau l'IA peut faire mieux que moi. Et je laisse l'IA faire. Parce en fait, Ok. on ne peut pas échapper, en fait. On ne peut pas. C'est pas possible. Du moins, c'est leur objectif, c'est de créer les GI. Ils y croient à fond. En tout cas, j'ai hâte de découvrir. Ok. Ok, ok. Très bien. Alors, justement, on parlait un petit peu de la partie éthique. Comment est-ce que toi, tu mesures la qualité des données entrantes Mhm. que tu vas avoir, quels outils tu utilises, quel KPI tu vas mettre en place, vraiment sur cette partie, tu récupères tout un tas d'informations. Voilà, comment tu mesures la qualité de tout ça? Ouais. Je pense qu'en début de podcast, hein, tu me parlais justement du métier. C'était qualité, tester le logiciel, c'est ça un peu. Mhm, Est-ce que tout dans à votre fait. métier, par exemple, vous avez des données à utiliser, juste pour voir comment je fais le parallèle entre Oui, les deux? tout à fait. On a des jeux de données à utiliser dans le Mhm. cadre de nos tests, en Mhm. fait. Donc, je sais pas, par exemple, si je te prends un truc basique, tester un login, tu vas avoir besoin d'une série de mails, une série de mots de passe, et puis tester différents scénarios, quoi. Et Ok, mail, mots de passe, ce seront du coup, ton jeu de données. ok. Et là, quand vous voulez voir, par exemple, la qualité de cette donnée email, c'est plus, est-ce que si j'envoie une mail, ça arrive, il n'y a pas de rejet, Est-ce que Ouais, c'est en fait, ce sera pas sur les jeux de données en en eux-mêmes? eux-mêmes. Ok. Ce sera sur le comportement qui est attendu. Est-ce que quand tu rajoutes, je sais pas moi, des caractères spéciaux dans le mot de passe, ça passe, enfin, tu as le message d'erreur qui s'affiche ou pas? Est-ce Mhm. que tu es redirigé vers la bonne page? Est-ce que tu as, enfin, tu vois, tous les scénarios possibles quand tu es en train d'essayer de te connecter, est-ce que tu auras ce que tu attends en fait? Mhm. Principalement, le test, c'est je vais vérifier si j'ai le bon résultat attendu par rapport au scénario que j'ai fixé au départ. D'accord, ok, je vois bien. En fait, dans le monde de la data, un Ankeda, c'est un peu différent, les tests de qualité de données que nous on fait. Ok. Parce que moi, je suis data scientist, donc je développe des modèles de machine learning et autres. Et en général, je vais m'assurer que la donnée en soi que je vais utiliser est de qualité. Donc, c'est la donnée en elle-même. Est-ce que elle est de qualité? Il y a plusieurs critères que je vais regarder. Premier critère essentiel, c'est la complétude, en fait. Est-ce que Mhm, les données sont complètes? Est-ce que, sur tout l'historique, j'ai ce qu'il me faut en fait? C'est ce qu'on appelle les données manquantes. Parce que si, sur une partie de ma population, j'ai les données qui manquent, tu vois que je ne peux pas forcément utiliser cette donnée parce que ce n'est pas disponible. Ça ne sera pas mhm, mhm, mhm. représentatif, entre guillemets, de ma population. Je prends un exemple simple, je veux prédire le départ à la concurrence et je me rends compte que je n'ai pas le salaire de 50% de ma base de données. En fait, le Mhm. salaire, c'est une information que je ne peux pas utiliser dans tout mon historique. Je vais supprimer cette information. Donc, je vais regarder la complétude de mes données, l'exhaustivité, les données manquantes et autres. Deuxième critère que je vais regarder, c'est l'exactitude. Ok, je regarde si les données sont complètes. Est-ce qu'elles sont exactes? Donc, ça rentre dans ce critère-là. Pourquoi est-ce que l'exactitude est importante? Parce que, imagine-toi, j'ai une variable chiffre d'affaires des entreprises. Je me Mhm. rends compte qu'il y a une petite et moyenne entreprise qui a un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Enfin, une PME avec 100 millions d'euros, c'est énorme. Donc, Ça fait beaucoup. tu vois, ça me pousse à me poser des questions. Est-ce que c'est vraiment une Oui. PME? Donc, peut-être c'est une erreur. Ou bien je vois une personne qui est en relation avec l'entreprise depuis 500 ans. Tu vois, il y a la donnée est disponible, mais elle n'est plus exacte, elle n'est plus précise. Mhm. Donc, je vais regarder la complétude, l'exactitude. Et aussi, je vais regarder ce qu'on appelle la représentativité des données que j'ai. Qu'est-ce que ça veut dire représentativité? Ça veut dire que si je mets en place un modèle de machine learning qui me permet de prédire le départ à la concurrence, la question que je vais me poser en tant que data scientist, c'est est-ce que les personnes que j'ai utilisées pour construire ma règle de décision ressemblent aux personnes que je vais utiliser pour faire la prédiction? Imagine-toi, je fais un modèle, j'utilise la population, je te prends les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, je construis mon modèle sur les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses vraiment que si je prends ce modèle-là, j'applique en France, ce sera valide? Bien sûr que non. Donc, c'est pour ça qu'on parle de représentativité. Est-ce que la population sur laquelle on a développé le modèle est représentative de la population sur laquelle on applique?
Je fais un peu le parallèle avec ChatGPT aujourd'hui. Tu vois, ChatGPT, c'est développé dans un contexte européen, américain, tu vois, c'est adapté aux données occidentales. Mais en Afrique, ChatGPT sera trop limité parce que ChatGPT n'a pas été entraîné sur les données africaines. Ça ne connaît pas les réalités africaines, en fait. Donc, Oui, c'est de ça qu'on oui. parle de représentativité des données en général. Pourquoi c'est important? Ça évite ce qu'on appelle les hallucinations. Donc, ChatGPT qui se trompe, qui invente des réponses, ça hallucine Mhm, parce que mhm. ça n'a pas l'input nécessaire. Donc, voilà les trois critères essentiels que moi je regarde personnellement lorsque j'analyse la donnée. Donc, sa qualité, son exactitude, sa complétude et justement la représentativité. Et j'ai quand même oublié quelques critères aussi, notamment la volumétrie. Il faut la quantité. Pour faire un modèle, je dois avoir suffisamment de données. Est-ce que l'historique est grand, tu vois? Pour qu'on puisse bien comprendre la volumétrie. Mhm. Ça peut être, là on a parlé d'historique, est-ce que tu as un autre exemple? Un nombre d'individus, par exemple, enfin, à quel minimum, en fait, il te faut? Ça, je dis souvent que ça, c'est une question à 10 000 € parce que il Ah, n'y a pas une, il y a pas une réponse précise. Je vais prendre le cas du secteur bancaire dans lequel je travaille. D'après la réglementation, la BCE, la Banque centrale européenne, nous mhm. dit, pour pouvoir développer des modèles de machine learning, on doit avoir minimum 5 ans d'historique. Tu vois, ça, c'est une Ok. contrainte forte qu'on a lorsqu'on fait des modèles réglementaires qui vont être vérifiés par la Banque centrale européenne. Ça, c'est parce qu'on a cette contrainte-là qu'on est obligé d'avoir 5 ans d'historique. Ok. Dans d'autres domaines, les data scientists, il y a ce qu'on appelle la loi des grands nombres. En gros, il faut avoir minimalement 30 observations. Est-ce que tu penses vraiment qu'avec 30 observations, je peux créer ChatGPT? Non. Compliqué. Voilà. Donc, quand est-ce que grand est grand? C'est une vraie question qu'on se pose, mais il n'y a pas une Mm. réponse universelle. Il faut juste se rassurer que on a quand même assez. J'ai dit assez. On a assez, assez c'est combien honnêtement. J'ai fait des projets, il y avait 100 000 observations. J'ai fait des projets, il y avait 2 000. J'ai fait des projets, il y avait des 15 millions. ChatGPT, ce sont les milliards, tu vois. En fait, plus tu as des données, mieux c'est pour ton projet. Je sais. D'accord. Ok. Et puis ça dépend. Alors, plus tu en as, et puis ça dépend de ce que tu essaies de construire aussi derrière, ce que tu essaies d'avoir comme output, quoi. Exactement, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as un exemple, justement, dans ton quotidien ou dans des projets que tu as eus, où justement la qualité des données n'était pas suffisamment bonne pour pouvoir derrière continuer à avancer dessus? Est-ce, que- est-ce que j'ai des exemples comme ça de tête? Je ne veux pas donner des exemples. Ah, bah, quoique, je vais prendre un projet sur lequel je travaillais. C'était pour prédire en gros la probabilité des défauts Ok. des institutions bancaires. Tu vois, en général, les institutions bancaires, elles ne font pas défaut. En gros, elles sont liquides. Les banques ont l'argent, entre guillemets, pour pouvoir rembourser leur crédit. Ce Mhm. qui fait que tu n'as pas la notion de défaut. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand il n'y en a pas assez, faire un modèle, c'est compliqué. Oui. Il y a combien de banques en fait? C'est-à-dire qu'il faut suffisamment de données. Tu n'as pas beaucoup de banques. En plus, même, tu veux prédire le fait qu'une banque va faire défaut. Les banques ne font pas défaut. Comment tu arrives à prédire quand, dans le passé, tu n'as pas observé ce phénomène? Mhm. Donc, c'était un peu challengeant. Pour contourner ce problème-là de manque de données, qu'est-ce que nous on a fait? Au lieu de prédire le fait que les banques vont faire défaut, on prédit plutôt la note. C'est pas, tu vois, un peu Oui. Les Moody's, agences de notation, S&P's. oui, oui, tout à fait. Mm. Ouais, c'est ça. Donc, au lieu de prédire le défaut, on va plutôt prédire la note pour dire, toi, tu es A, tu es B, tu es C, tu es D, tu es E. Donc, c'est comme ça qu'on arrive un peu à contourner le problème de manque de données. On change un peu le critère de prédiction, on va dire. D'accord. Ok, adapter la stratégie en fait en fonction de. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Ça marche. Mm. Euh, Quelle est l'importance de la documentation? Tu rigoles déjà. Je rigole. Ouais. Alors, l'importance de la documentation dans ton domaine, parce que, alors, en qualité, mais en fait dans tous les métiers de la tech, en définitive, la documentation, c'est tellement important. Et pour pouvoir maintenir un bon niveau de qualité, justement, tu n'as pas d'autre choix que de bien documenter, parce qu'évidemment, Mm. les personnes vont et viennent. Tu viens, tu récupères ce projet-là. Mm. Comment est-ce que tu fais pour comprendre ce qui a été implémenté et pourquoi est-ce qu'on teste comme ça? Enfin, tu te reposes sur les gens qui sont là, mais quand il n'y a plus personne, t'as pas d'autre choix, c'est la documentation. Donc, Ouais. quelle est l'importance de la documentation?
en tout cas dans Ouais. ton secteur. Alors, je pense que comme dans la qualité, pourquoi je rigolais quand tu as posé la question? Parce que tout le monde sait que la documentation, c'est essentiel, mais la réalité, c'est Personne que ne l'a fait. tu as tout compris. La réalité, c'est que je pense qu'on peut encore améliorer beaucoup de process de documentation dans beaucoup d'entreprises. Parce que Mhm. idéalement, il faut le faire, mais bon, on fait au mieux, quoi. Pour te donner un peu une vision précise de l'importance de la documentation, moi, je fais un métier qui est très réglementé. Oui. Ça veut dire que lorsque je mets en place les modèles qui permettent de prédire si Nankeda, par exemple, va faire défaut ou pas, en fait, il y a une équipe interne qui va revoir le modèle que j'ai fait. Donc, tu vois, déjà, seulement pour cette équipe-là, il faut que je décrive exactement ce que j'ai fait. Je commande de façon précise tous les codes que j'ai faits. En fait, il faut que j'explique toute la procédure parce que sans ces explications-là, l'équipe en question, qu'on appelle l'équipe, l'entité qui va auditer, quoi, ne sera pas capable, en fait, de bien comprendre ce que j'ai fait. Donc, déjà, pour cette équipe-là, il faut une documentation précise. Et parfois, j'ai même des recommandations sur la qualité de la documentation. Donc, tu vois, première chose, l'équipe. En plus, il y a l'inspection générale des banques. Tu vois, il y a l'équipe d'audit qui vient voir. Il y a l'inspection générale qui va venir revoir. Donc, il faut bien rédiger pour l'inspection générale. On va encore dire, OK, ça c'est en interne dans la banque. Mais il y a la Banque centrale européenne qui doit revenir revoir. Et là, pareil, pour que la Banque centrale européenne arrive à revoir le process, il faut qu'il y ait une documentation bien détaillée, bien structurée. Donc, pour moi, en fait, la documentation, je veux même dire, c'est très important dans mon métier. Donc, Mhm. non seulement pour nous, si par exemple je quitte le projet, il faut qu'une autre personne arrive à comprendre, bah, ça passe par la documentation. Et même les systèmes d'information, en fait. Tu vois, je te dis, on Mhm. parle beaucoup de données. Comment est-ce que j'arrive à comprendre la donnée d'une entreprise s'il n'y a pas une documentation qui m'explique de façon précise à quoi correspond chaque champ, comment c'est calculé, quelle est la source. Donc, normalement, on doit avoir tout ça. Ça, c'est le monde idéal. Mais je peux vous dire que dans beaucoup d'entreprises, il n'y en a pas, mais bon, ça, c'est autre chose. Ok, ok, très bien. Alors, je te pose cette question vis-à-vis de la documentation Mhm. parce que j'ai écouté récemment alors je pense que tu le connais, le podcast Underscore de Micode. Ouais. Et il a fait venir, alors est-ce qu'il est développeur, chef de projet, je ne sais plus précisément son rôle, Mhm. qui parlait du COBOL. Global, oui. Il parlait du COBOL et il disait, voilà, donc à l'époque, moi, quand j'ai voulu me tourner vers le COBOL, tout le monde m'a dit, n'y va pas, tu es complètement fou, quelle drôle d'idée, ça va disparaître. Il y a plein de choses qui ont été créées et qui vont être amenées à disparaître parce que c'est un langage qui est un dinosaure, donc tu n'en as plus besoin. Et Ouais. il a dit, oui, effectivement, mais aujourd'hui, c'est présent tellement partout. Ah oui? Et oui, et les Ok. personnes qui maîtrisaient ça sont en retraite. Et pendant le bug de l'an 2000, il y a eu justement, c'était à cause de ce qui avait été implémenté en COBOL qu'on a eu pas mal de choses. Bon, bref, il fallait modifier les caractères. Enfin, bon. Et ils ont dû faire appel à des gens qui étaient déjà en retraite depuis longtemps. Oh. What? Parce qu'en fait, il n'y avait pas suffisamment de monde pour pouvoir régler ça, quoi, qui avait Ah. la compétence pour ça. Tout à l'heure, tu me parlais de Python. Aujourd'hui, Python, c'est central dans le monde de la data, c'est central. Ok. Maintenant, sachant que je travaille avec des établissements bancaires et que, historiquement parlant, on avait énormément de COBOL dans ces établissements bancaires, euh, le problème de la documentation, j'imagine, se pose, étant donné que si on avait du COBOL précédemment, que les personnes sont parties, que c'était pas bien documenté, Ouais. tu vois, sachant qu'on a des banques qui continuent à fonctionner sur du COBOL, sans documentation suffisamment spécifique et avec des gens qui partent de plus en plus, en fait, comment c'est possible de gérer tout ça, quoi? Donc ça, tu as complètement raison, en fait. Le turnover, en plus, notre génération. Tu vois, moi, je dis souvent que j'ai démissionné 3 fois en un an. Je Mhm. pense que notre génération ne reste plus trop dans les entreprises. C'est plus comme nos parents, Ouais. où mon père, ma mère, restaient 20 ans, 30 ans, ne jurait pas que par une entreprise. Aujourd'hui, c'est plus la même chose, c'est plus le même mindset. Donc, avec le turnover, effectivement, il faut encore plus documenter pour pouvoir garder la connaissance. Sinon, les entreprises sont risquées. Tu as pris le cas du Cobalt. Moi, personnellement, je n'ai pas encore utilisé le Cobalt, mais effectivement, Ok. quand tu prends Python, pourquoi est-ce que tout le monde arrive à adopter Python? Bah, parce qu'il y a une documentation claire, précise, que tout le monde peut utiliser pour se référer et pouvoir avancer, en fait.
Ok. Du coup, pas de réponse sur le COBOL et la documentation du COBOL. Non, j'ai pas encore D'accord. utilisé, mais Ok, bah écoute, oui. franchement, je serais curieuse si par la suite tu rencontres ce cas de figure, qu'on te présente des projets, on te présente des applications qui n'ont pas beaucoup évolué depuis un certain temps, mais qui sont quand même robustes. Je serais curieuse, tu vois, d'avoir ton avis là-dessus. Comment Mm. tu décryptes en fait le truc sans doute, quoi. Ah, ok. Mm, J'ai mm. pas encore été confrontée à cette situation, mais si je suis confrontée, avec plaisir, on fait notre épisode pour, Ok, pour en parler. ça marche. Ça marche. Ok, bah écoute, je pense que, alors on n'a pas fait le tour parce qu'on pourrait parler de ton métier et de ce que tu fais au quotidien tous les jours, mais dans ce que tu fais tous les jours, pendant encore longtemps, mais dans ce que tu fais, il y a la partie création de contenu. Donc Mhm. j'aimerais qu'on parle un peu plus de création de contenu. On le disait tout à l'heure, tu as quelqu'un qui partage beaucoup d'informations éducatives, donc sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, via ton podcast. Donc ma question, c'est comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Parce que c'est Ok. énormément de travail. En sachant que à côté, bah, en fait, tu bosses dans ton boulot tous les jours, comme tout le monde. Ouais, très bonne question. Je pense que c'est la question que j'ai le plus. Parce que Ah même ouais? en entreprise, en fait, parfois, on me dit, mais Natacha, comment est-ce que tu fais? Tu es là tous les jours avec nous, Mhm. mais on va sur LinkedIn, on te voit, sur TikTok, on te voit, sur YouTube. Comment est-ce que tu fais? En fait, dans Keda, moi, je te dirais, tu seras d'accord avec moi, je pense, c'est une question d'organisation. Oui. Tout simplement, en fait, c'est l'organisation. Ça, c'est le premier point. La discipline. Franchement, j'ai compris que on ne peut pas vivre seulement de motivation. Tu vois, si tu comptes seulement sur la motivation, tu ne peux rien faire. Je prends juste un exemple simple. Ça, c'est encore un truc personnel. J'ai pris beaucoup de poids quand je faisais, justement, pendant cette aventure-là. Bah, Mhm. si je compte sur la motivation pour améliorer mon alimentation, je pense que ça ne marchera pas. Ok. Il faut être disciplinée, être rigoureuse, y aller à fond. Une phrase qui, moi, m'avait marqué, qui m'a justement permis d'être disciplinée sur ce sujet, Mhm. c'est il était directeur chez Yahoo. Il s'appelle Seth Godin. Je ne sais pas si tu le connais. Mais oui, oui, Ouais, oui, bien sûr, ouais. voilà. En fait, j'ai écouté le podcast de Seth Godin une fois. Il a dit une phrase qui m'a marqué. Il a dit ceci. Il a dit que demain, vous allez aller sur mon blog. Vous allez aller voir un post de moi. Pas parce que j'avais envie de faire ce post. Tout simplement parce que demain, c'est lundi. Mhm. En fait, aujourd'hui, nous sommes samedi. Tu vas voir un post sur LinkedIn de Natacha. Pas parce que Natacha avait trop envie de faire le post. Non, juste parce que c'est samedi. Et le samedi, Natacha fait une publication. Et c'est la même chose, en fait. Et j'ai compris que c'est plus facile de faire quelque chose tous les jours que de faire cette Mhm. chose-là une fois par semaine ou bien une fois par mois. C'est vraiment plus facile de faire ça tous les jours. Parce que quand tu le fais tous les jours, je me lève le matin, je me demande plus, est-ce que je dois faire une publication LinkedIn? Non, en fait, c'est dans ma routine, c'est systématique, c'est automatique. Et même tant que je ne l'ai pas fait, tu vas me voir dans mon esprit, il y a quelque chose qui manque, en fait. Parce que j'ai Mhm. créé cette routine-là. Ça, c'est le cas de LinkedIn. Quand j'ai commencé sur LinkedIn, c'était le 21 novembre 2021. 22 ou 21, je sais même plus. Bref. C'est quoi, 22 plutôt. Ça fait il y a 3 ans. Et 22. Du coup, quand je commence sur LinkedIn, à la base, je faisais une fois par semaine. Après, je faisais 3 semaines sans rien publier. Je faisais Mhm. parfois un mois sans publier. Parce que je me posais des questions internes. Je me demandais, est-ce que ce que je vais faire, ça va plaire aux gens? Est-ce que, euh, est-ce que j'ai des choses à partager? Bref, je me posais Est-ce que trop je de vais questions. juger? Je comprends très bien. Ouais. Est-ce qu'il y aura des likes? Est-ce qu'ils vont aimer? Vraiment, ce sont des combats intérieurs que tu as avec toi-même qui Mhm. font en Mhm. sorte que tu n'arrives pas à avancer. Mais il y a quelque chose qui a changé ma philosophie. C'est de me dire, même si je partage la même chose, en fait, j'ai 50 000 abonnés aujourd'hui. Il y a 3 ans, je n'avais pas 50 000 abonnés. Donc, si je prends un post que j'ai fait il y a 3 ans, je partage aujourd'hui, il y a des personnes qui me suivent depuis 3 ans qui vont voir ça. Ça va faire un rappel. Il y Mhm. a ceux qui vont se dire, Natacha partage la même chose tous les jours. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils ont compris les leçons que je voulais partager. La Ok. répétition, c'est la mère des sciences. Il y a d'autres qui vont dire, ah, c'est trop génial, je ne savais pas ça, j'apprends. Et c'est à eux qu'en fait, que je partage, Tu tu vois. t'adresses. Mhm. Donc, c'est comme ça que j'ai déjà enlevé ce frein. Partager la même chose, c'est pas mauvais. C'est comme un professeur de terminale C. Tu penses que chaque année, il va changer son cours? La Mhm. maths, c'est Mhm. la même Mhm. chose. La data science, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que tous les jours, c'est difficile de changer tous les jours? C'est énorme, en fait, parce qu'il faut que tu te formes. Donc, tout ça pour te dire que 2 secrets pour être régulier sur LinkedIn. Déjà, publier tous les jours, c'est plus simple que publier une fois par semaine. 2, Ok. je n'hésite pas
à repartager le même contenu parce que ça permet à ceux qui ne me connaissaient pas de découvrir ce contenu-là. Même si une seule personne a appris quelque chose, j'ai gagné, en fait. Et 3 aussi, quelque chose que je fais depuis l'année dernière, c'est déléguer. La délégation me permet d'être encore plus productive. Ok. Je prends un exemple simple. Sur LinkedIn, aujourd'hui, c'est moi qui t'ai fait tout. En fait, personne en dehors de moi-même. Je suis la seule à avoir accès à mon compte LinkedIn. Mais par contre, sur YouTube, je vais t'expliquer un peu la stratégie globalement. Je fais par exemple un épisode de podcast. J'utilise un outil d'IA qui va diviser ça en plusieurs clips, peut-être 20 clips. Tu vois, 1 heure de podcast, ça me fait 20 shots. Ok. 20 shots, il y a mon assistante, déjà c'est elle qui fait les 20 shots. Elle va prendre ces 20 shots-là, partager sur YouTube, sur TikTok. Tu vois que ça fait déjà 20 vidéos que je partage sur TikTok avec une vidéo sur YouTube. Ces vidéos sur TikTok-là, on les partage sur Instagram, on les partage sur Facebook. Tu vois en fait que ça permet de répondre à des publics très différents. Donc, ça m'arrive de faire des vidéos spécifiques pour TikTok, mais c'est très rare. Mes focus à moi, c'est YouTube et LinkedIn. Et c'est YouTube qui alimente mon TikTok, ça alimente mon Instagram, ça alimente mon Facebook. Et c'est mon assistant, justement, qui est chargé de prendre la vidéo YouTube, créer des shorts, partager sur TikTok. Et moi, je suis focus aujourd'hui sur LinkedIn. Avec le temps, peut-être, je vais déléguer, mais j'aime encore, justement, créer tout sur LinkedIn de A à Z. Donc, c'est comme ça que j'arrive à être productive. Donc, délégation et discipline. Ok. Délégation, discipline, je me le note mentalement dans ma tête. Ouais, sur la discipline, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai découvert à la création de ce podcast. Ton rythme de publication, de mémoire, c'était un épisode par semaine. Ouais. Et quand j'avais commencé, c'était aussi ça. Et c'est vrai que ça nécessite une organisation quand même assez carrée, quoi. Là, par contre, le podcast, là, par exemple, j'ai arrêté le podcast parce qu'effectivement, tu n'es plus seul, tu vois. Tu dois inviter les gens, tu dois préparer les questions. Quand tu le sais, tu dois... En fait, c'est très lourd. Donc là, pour l'instant, j'ai arrêté. Je vais reprendre très bientôt. Mais le podcast, 1 fois par semaine, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de discipline. Mais en fait, il faut voir l'impact sur le long terme. Moi, je crois beaucoup à la creator economy. C'est au début, tu vois, au début, je faisais mes posts sur LinkedIn, je ne voyais pas le résultat. Ça ne m'apportait rien du tout. Du moins, pour les autres. Pour moi, ça m'apportait parce que j'apprenais. J'estime que quand je fais une vidéo, j'apprends, je partage, j'apprends. Et tu vois, quand je suis à Société Générale, par exemple, je vois des personnes qui commencent leur carrière qui me disent, quand j'apprenais, c'est ta vidéo, en fait, qui m'a permis de comprendre les séries temporelles. C'est ta vidéo qui m'a permis de faire ceci. Grâce à toi, j'ai réussi mon entretien au Crédit Agricole. J'ai écouté ta vidéo avec elle. Tu vois, cet impact-là, franchement, je pense que j'aime avoir cet impact-là. Et donc, pour y arriver, il faut vraiment, au début en tout cas, c'est beaucoup de travail. Mais une fois que tu as les bons systèmes, tu arrives à scaler plus rapidement. Complètement d'accord. Ok. Et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Tout ça, ces communautés que tu fais grandir, pour le coup, vraiment de manière exponentielle, tu vois, en l'espace de 3 ans, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ton quotidien? Dans mon quotidien, qu'est-ce que ça m'apporte? Très belle question. Je te dis qu'à la base, en off, c'était pour améliorer ma communication. Ouais. Ok. Donc, je t'assure, Natacha, j'étais très timide en fait. Vraiment, vraiment. Quand j'étais à la cantine avec mes collègues, j'étais celle qui était toujours comme ça. Et tu vois, là, quand on t'entend, on n'a pas du tout l'impression, quoi. Et pas du tout. Non, ça c'est normal. Parce que j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai vraiment beaucoup bossé. Et il y a un compliment que un de mes managers m'a fait une fois, je te jure, je crois que c'est le meilleur compliment. Il m'a dit, Natacha, parmi mes collaborateurs, je pouvais imaginer tout le monde, vraiment tout le monde, faire des vidéos sur YouTube, sauf toi. Et je me suis dit, ouais, c'est puissant en fait. Donc, à la base, j'étais très timide, même avec mes amis, même j'estimais que échanger. En fait, moi, j'ai un profil où il fallait aller à l'action tout de suite. Tu vois, j'étais plus dans mais j'arrive en entreprise, il faut être efficace, je fais mon travail. Pourquoi est-ce que je vais te dire, bon, petit bonjour quand même, pourquoi est-ce que je vais te dire que le week-end dernier, je suis allée au restaurant, ça t'apporte quoi? Tu vois, moi, je ne comprenais pas l'intérêt des petites conversations. Je te jure, je ne comprenais pas à quoi ça sert. Pourquoi est-ce que je vais te dire que ce dimanche, j'étais avec Nankeda, on a fait un podcast? Qu'est-ce que ça... Franchement, ça ne t'apporte rien, tu vois. Ce qui fait que, en fait, en général, mes discussions étaient très carrées, très factuelles, très... Mais sauf que dans le monde de l'entreprise, en France, en tout cas, ça ne marche pas. C'est parce qu'il était avec moi. je rigole parce que oui, on est très... en France... Donc, et même au-delà de ça, là, je te parle des petites conversations autour d'une table. Même en réunion, il faut partager ton point de vue
de façon claire, efficace. Et ça aussi, il fallait que j'apprenne ça. Tu vois, la première chose que les réseaux sociaux m'ont permis d'apprendre, c'est de travailler sur moi-même, briser justement ce biais. Parce que la timidité, je croyais que c'était Natacha, je me définissais comme timide. Il faut même que j'arrête de dire que j'étais timide, mais je me définissais clairement. Ça faisait partie Ça, de mon tu identité. t'enfermais déjà, en fait, dans le truc. Ouais. Exactement. Mhm. Et je me rappelle, pour mon premier post, les gens avaient peur que j'ai une timidité maladive, que c'était une maladie, Ouais. littéralement, tu vois. Donc, être sur les réseaux sociaux, tu vois, ça a changé ça. Si une personne me voit aujourd'hui, la personne va croire que je suis extravertie, elle va croire que je suis naturellement ouverte, que je partage comme ça. Non, j'ai dû apprendre. Et Mhm. ça, c'est parce que j'étais sur les réseaux sociaux. Et au début, les gens me contactaient, je discutais avec les gens, j'ai appris à aller à la rencontre des gens, j'ai appris à comprendre que, en fait, les autres, on est pareil, en fait. Vraiment, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes soucis, on a les mêmes, pas les mêmes aussi, mais du moins, chacun a ses problèmes et on a besoin de connecter. Et Mhm. j'apprends ça justement quand j'apprends à parler avec les gens, j'apprends à comprendre les autres, je comprends que les autres sont comme moi. La peur que Mhm. j'avais, en fait, tout le monde là, et c'est ceux et celles qui ont osé briser cela qui arrivent à avoir des résultats différents. Et Yeah. aujourd'hui, tu vois, ça, je pense que c'est la chose la plus importante que les réseaux sociaux m'ont appris. Pouvoir vivre ma vie sans avoir peur du regard des autres. Littéralement, Oui. aujourd'hui, je n'ai peur de personne. J'ai bien personne. Et ça, c'est libérateur, en fait, tu vois. C'est vraiment, je pense que c'est même le truc le plus important que les réseaux sociaux m'ont donné. Cette Mhm. capacité de me dire, j'ai une seule vie. Je m'en fous de ce que les autres vont penser de moi. Parce que tu as des commentaires négatifs. Ma communauté elle est très bienveillante. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Mais il y a quand même de temps en temps des personnes qui sortent de nulle part, qui vont te mettre des commentaires un peu Oui. particuliers. Des Tu vois. touristes. Des touristes qui se sont perdus, qui comprennent pas le truc et qui imaginent avoir la science infuse. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, tu as tout ça. Donc, ça t'apprend aussi à comprendre que la vie est comme ça. Et puis, tu n'as plus peur de ce type de regard-là. Première chose. Deuxième chose que les réseaux m'ont permis d'avoir, encore une autre scène qui a fait en sorte que j'étais très motivée de continuer. Quand je fais mon premier post LinkedIn, je me rends compte que la personne qui regarde mon profil, mon N+2, elle regarde première fois. Mhm. J'ai dit, mais avant, c'est Natacha qui allait regarder le profil des autres. Mhm. Aujourd'hui, ce sont les autres qui regardent le profil et pas les personnes qui sont très bien placées. Elle regarde 2 fois, 3 fois. Je fais, en fait, Ah Natacha, tu ouais. viens de faire. Le braquage. En fait, tu vois, c'est la visibilité, tu vois, pour pouvoir progresser en entreprise, Oui. il faut Oui, être oui, oui. visible par les bonnes Mm, personnes. mm, mm. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux me donnent une visibilité. Et en plus, dans le monde bancaire, il y a très peu de personnes dans mon domaine qui ne me connaissent pas. Ça fait en sorte que on sait que tu existes, en fait. Et quand on sait que tu existes, ça augmente tes opportunités. Mhm, mhm, mhm. Sachant que le travail que je fais, il est de qualité, donc forcément, c'est un biais positif. Donc, en entretien d'embauche, Natacha, aujourd'hui, n'a plus besoin de démontrer ses compétences. Elle n'a plus Tout besoin de à se fait. présenter, tu vois. Mhm, Et mhm. ça, je ne sais pas si c'est un prix, ça. Je ne sais pas. Ça n'a pas de Bah, prix. honnêtement, je pense que la tranquillité d'esprit que ça t'apporte, parce qu'en fait, tu le prouves au quotidien. Vraiment, quand je parle de ton métier spécifiquement, Mhm. avec tout le contenu que tu as sorti, on se dit, mais en fait, là, on a affaire à une personne qui est experte, elle sait de quoi elle parle, tu vois. Mhm. Et tu n'as plus besoin de le présenter. C'est là, c'est dispo, c'est accessible à tout le monde. Donc, enfin, En fait, tu n'as même pas besoin de le dire. ouais. C'est ceux les autres qui te le disent pourquoi. En fait, tu n'as pas besoin de dire que je suis experte. En fait, l'évidence, tu vois, quand tu as l'évidence, on ne peut pas nier l'évidence, tu vois. Mhm, mhm. Tout le monde voit, tout le monde apprécie. Pas besoin de le dire. Tu le vois, tu le vis. Je prends juste un exemple simple. Quand je suis en entreprise aujourd'hui, les gens font des recherches sur Internet. C'est ma vidéo qui ressort. Tu vois, dans l'entreprise, imagine, toi, tu travailles, tu es en train de travailler, tu as une question sur un sujet, tu fais la recherche, c'est la vidéo de Natacha qui sort. Est-ce que Natacha a encore besoin de te dire, je connais ce sujet? Non. Franchement. Tu t'es formé avec ce sujet-là, tu vois. Et du coup, tu reçois Natacha. Et maintenant, tu reçois Natacha en entretien. Est-ce que tu te rends compte vraiment de l'impact que ce truc a? Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai dit que les réseaux sociaux ont changé ma vie. J'invite à tout le monde vraiment d'être sur les réseaux parce que ça n'a pas de prix, ce changement de paradigme. Waouh. Ok. Mais comment tu as fait ce switch? Parce que tu t'es dit, ok, je vais me faire là, je me mets un objectif, j'ai besoin de développer ma communication. Ok, mais comment tu as fait ce switch de te dire, ok, je vais y aller? Parce que, effectivement, ça fait peur au départ. Mhm. T'exposer comme ça fait peur. Donc aujourd'hui, ça va, tout baigne, t'as trouvé le rythme. Ok. Mais avant ça, comment t'as réussi ça? Ah, ça, je ne sais même pas quoi te dire en vrai. Parce que je pense que c'est plus. Tu me diras peut-être comment toi tu as fait. Mais je lisais beaucoup. Quand j'ai commencé à travailler, comme je t'ai dit, j'ai compris que
pour réussir en entreprise, c'est pas tes connaissances techniques, c'est les soft skills. C'est ça qui permet de réussir. Donc, j'ai commencé à lire énormément de livres de développement personnel. Énormément. Tout ce qui va être communication, comment se faire des amis, franchement, le classique. J'ai lu les livres sur la communication non violente. Donc, comment est-ce que, justement, communiquer, non, comprendre ses émotions aussi, comprendre les autres, tu vois, les livres de psychologie, les livres de marketing. Tu vois, je disais tous ces livres-là, et tu vois, chaque livre plante des graines dans ton esprit. Dans ton esprit. Ce sont des petites graines qu'on plante, et jusqu'à ce qu'un jour, tu as le déclic, et tu y vas. J'ai, par exemple, lu le livre de Seth Godin dont je te parlais. Il a écrit plusieurs livres. Le livre qui m'a le plus impacté, il y en a deux. Il y a déjà Linchpin, Are You Indispensable? Est-ce que tu es réellement indispensable, tu vois? Et la phrase qui m'a marqué dans son livre, c'était déjà pour être expert de ton sujet, c'est pas le partage en fait. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas parce que tu fais des choses incroyables que tu es expert. Non, c'est la personne qui a le courage d'aller partager ce qu'elle connaît qui devient expert. Parce que plus tu partages, plus tu creuses, plus tu deviens la référence de ton domaine. Tu vois? C'est ça en fait. Donc moi, je voulais être expert de mon domaine, sachant que dans les grands groupes en général, j'avais justement l'impression de ne pas tout explorer. Et les réseaux sociaux, c'était l'occasion d'explorer quelque chose. Et deux, il a dit également une phrase qui m'a marqué. Il a dit, le CV, c'est juste des raisons pour les recruteurs de ne pas vous recruter. Ça veut dire quoi? Quand un recruteur prend les CV, c'est comme s'il veut cocher des cases. Et si tu n'as pas une case cochée, on ne te recrute pas, tu vois. Ouais. Alors, quand tu as ta présence en ligne comme Natacha aujourd'hui, je pense qu'il y a plus... je ne me mets plus dans aucune case, en fait. Je me présente plus comme Natacha qui a fait une grosse école d'ingénieur, qui a fait de grosses entreprises. En fait, non. Je me présente comme Natacha parce que j'estime que Natacha, c'est une marque que je veux. Je veux que Natacha soit une marque. Je veux me présenter par rapport aux entreprises que j'ai fait. Je ne veux pas dire que j'ai fait Google, j'ai fait HSBC. Tu vois, un peu ce gros... te définir par rapport à tes entreprises. Moi, je veux me définir parce que je suis Natacha. Et parce que je suis Natacha, je veux qu'on me recrute, tu vois. Et c'est ça, en fait, que je vais créer. Et quand j'ai compris ça, bah, tu vois que de fil en aiguille, je me lance et puis ça continue, en fait. Ok, waouh. Eh ben dis donc. Mais j'avoue que c'est pas évident. Bah, en fait, ce que j'allais te dire, c'est que dans le système français où on est très... les diplômes, c'est vraiment ce qui est placé au-dessus comme mesure, quoi. Quelle école tu as fait, dans quelle entreprise tu as travaillé. C'est vraiment, en fait, les tags comme ça. Parce que, alors, à tort ou à raison, ça véhicule une certaine image du niveau que la personne a, supposément. Et c'est vrai que prendre le parti de dire je veux être expert de mon domaine, je veux être reconnue comme étant expert de mon domaine parce qu'on connaît ma personne et je n'ai pas besoin d'expliquer les différents diplômes que j'ai, les entreprises par lesquelles je suis passée, etc. etc. C'est, comme on dit, c'est bold en anglais. C'est bold dans le système français qui est, voilà, qui a un fonctionnement plutôt différent. Mais dans tous les cas, a priori, c'est une stratégie qui fonctionne. Parce que la preuve est... Après, honnêtement, j'ai couché quand même les cases dans le système français. J'ai fait une grosse école d'ingénieur, j'ai travaillé dans un grand groupe. Mais le message que je veux passer ici, c'est qu'il ne faut pas... Tu vois, il y a des gens qui cherchent absolument à collectionner des choses. Oui. On cherche, tu vois, on cherche à collectionner, on veut cocher. Et je veux aussi dire une chose, c'est que si tu veux réussir dans le monde où le diplôme est valorisé, va chercher ton diplôme. Et le diplôme entre deux systèmes. Mais par contre, si tu veux être libre dans ta vie, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu apportes aux autres. C'est la valeur que tu apportes. Et pour maximiser cette valeur-là, c'est ce que tu es en tant que personne et non les diplômes qui vont augmenter ton ego, qui vont envoyer un signal. En fait, le diplôme envoie un signal. Et maintenant, qui tu es fait la différence, en fait. Et moi, je crois beaucoup à la création de contenu, à la créateur économie. C'est pas là qu'on arrive à faire une vraie différence, en fait. Après, je n'ai pas fait l'X, tu vois. Donc, il y a les chemins que je ne pourrais pas avoir. Mais parce que je suis Natacha, j'aurais des chemins que je n'aurais même pas pu imaginer. Tu vois? Tout à fait. Ok. Bon, en tout cas, c'est très, très, très inspirant tout ça. Comment est-ce que tu vois la suite? Qu'est-ce que tu as prévu? Est-ce que tu as des objectifs qui sont clairs, précis? Ou voilà, comment est-ce que tu vois la suite pour toi? Bon, moi, je n'ai pas souvent des objectifs qui sont très clairs parce que je pense que tout le monde se cherche. Je me cherche encore. Je pense que la question éternelle de la vie, où est-ce qu'on va? C'est le cas de le dire, franchement. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux faire? Tu vois, il y a toujours des doutes. Est-ce que je fais le podcast comme ça? Est-ce que je vais
Donc, il y a toujours des moments de doute, il y a toujours des moments de questionnement, mais tout ce que moi je souhaite, c'est continuer en fait. Créer une communauté data IA où chaque personne en fait arrive à transformer leur propre vie grâce à la connaissance, à la data et l'IA. Moi, je veux démontrer que ces sujets-là sont accessibles à tout le monde. Et je veux que toutes les personnes qui me suivent arrivent à les intégrer dans leur quotidien et pouvoir avoir de l'impact grâce à ces connaissances-là. Donc moi, ce que je souhaite, c'est tout simplement continuer dans l'aventure, apporter le maximum de vidéos de qualité à ma communauté, à amener dans mon podcast les personnes expertes du sujet, vraiment, qui ont de l'expérience. Et voilà, donc c'est la suite. Et j'ai commencé à créer, par exemple, une académie de formation pour pouvoir former des personnes à maîtriser le domaine. Donc c'est la direction que je suis en train de suivre. Mon projet, c'est tout simplement continuer ce que j'ai commencé. Ok. Bah écoute, je te souhaite énormément de réussite dans tout ça et j'ai aucun doute sur le fait que tu vas arriver là où tu visionnes d'arriver. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Ok. Est-ce que, c'est la dernière question, l'avant-dernière, on est sur la fin du podcast. Est-ce que tu as une recommandation de livre, étant donné que tu es une grosse liseuse, de livres ou éventuellement de podcasts? En termes de livres, c'est vrai que récemment, mes lectures, ça tourne essentiellement sur le marketing, sur le business, parce que aujourd'hui, je lis plus par rapport à ce que je veux, comment dire ça, ce que je veux développer, apprendre à vendre, apprendre à comprendre les stratégies marketing. Tu veux que je redonne les recommandations dans quel sens, par exemple? Des livres, alors tout à l'heure tu parlais de Seth Godin, mais des livres justement qui t'ont impacté dans ton évolution professionnelle et qui pourraient servir à d'autres personnes. Voilà. Ou alors ça peut très bien être un livre vis-à-vis de la data étant donné que c'est ton expertise. Voilà, c'est vraiment, tu choisis, c'est libre. J'ai choisi. Ok, les livres qui m'ont impacté, je vais en citer quelques-uns. Déjà sur la communication, je recommande le livre Communication non violente de Marshall Rosenberg. Ok. Pourquoi? Les mots sont des fenêtres en fait. Pourquoi est-ce que je recommande ce livre-là? Parce que il montre dans le livre que, tu vois, de façon naturelle, quand on est en tant qu'être humain, nous sommes bienveillants de façon basique. Mais sauf qu'on évolue dans un monde où on apprend le langage de chacal. En fait, il y a le langage de chacal et la girafe. En fait, le chacal ne sait pas exprimer ses émotions. Le chacal ne sait pas parler avec tact. Et il y a la girafe qui parle de façon bienveillante. Donc, quand tu grandis, tu évolues dans ton environnement, en fait, tu oublies le langage de la girafe, qui est un langage de l'amour, qui est un langage qui permet de comprendre l'autre. Et tu commences à parler le langage de chacal, qui est accusateur. Dis, toi, tu as fait ceci. Toi, je le vois tous les jours en entreprise. On passe le temps à accuser l'autre. On ne prend pas le temps de comprendre les besoins de l'autre. Tu vois, lire ce livre-là m'a vraiment ouvert les yeux sur comment communiquer et comprendre que ça s'apprend. Pour te donner un peu plus de contexte, ça, je n'ai jamais dit. J'ai eu ma première stagiaire. Elle m'a dit une phrase qui m'a vraiment marquée. Elle m'a dit, Natacha, j'ai manqué de bienveillance pendant mon stage. Franchement, je te jure, j'ai été choquée. Mais je suis allée lire des livres. J'ai compris pourquoi est-ce qu'elle disait ça. Parce que quand je l'encadrais, je l'apprenais comme si elle était moi-même. Je n'ai pas pris le temps en fait, de comprendre qui elle est, de comprendre comment est-ce qu'elle travaille, comprendre ce dont elle a besoin. Et justement, lire le livre Communication non violente, les mots sont des fenêtres, m'a permis de comprendre en fait que la personne en face de moi a des besoins, a une façon de fonctionner. Je dois m'adapter, je dois comprendre exactement comment parler à la personne en face. Donc, premier livre que moi je recommande, qui m'a marqué. Deuxième livre qui va toujours dans le même sens de la communication, c'est l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Ça, franchement, c'est un gros pavé. Je sais pas si tu connais ça. C'est un gros pavé, mais franchement, ça m'a... En fait, c'est un complément de Marshall Rosenberg. Ça m'a permis justement de comprendre déjà nos émotions, comprendre, accepter en fait la colère, la tristesse, la joie. Tu vas déjà comprendre que c'est normal. Quand tu as de l'émotion, c'est ton corps qui réagit par rapport à une situation donnée. Comprendre comment justement les comprendre aussi comment accueillir les émotions des autres, parler. Par exemple, tu fais un feedback à tes collaborateurs, parler aux personnes autour de toi. Donc, ça t'apprend justement à déjà prendre conscience que c'est important et travailler dessus pour progresser. Donc voilà les deux livres sur la communication qui m'ont impacté. Un troisième livre, je pense, le livre qui m'a le plus impacté l'année dernière. Et c'est, tu vois, aujourd'hui, je n'hésite pas à parler de façon ouverte. Parce que j'ai compris que être imparfaite, c'est tout être humain. Nous sommes tous, en fait, nous sommes imparfaits. On est tous imparfaits. Voilà. Et elle s'appelle, j'ai même son livre ici sur la table. C'est pas ce livre, c'est Brené Brown, en fait. Mais elle a écrit le livre The Gift of Imperfection. Ouais. Franchement, et une phrase
la phrase qui m'a le plus marqué dans le Big Livre et qui me pousse justement à continuer, c'est: le courage est contagieux, en fait. Je dois être courageuse avec ma vie, de telle manière que les personnes qui sont autour de moi deviennent courageuses. Par exemple, je partage par exemple sur LinkedIn le fait que j'ai échoué le permis j'ai échoué le permis 2 fois. Ok. Tu vois, tu vois, déjà, moi, avant, je ne pouvais pas le dire. Avant, je devais avoir honte. Avant, moi, je voulais te dire que je veux avoir le permis en une fois. En fait, je dois être fière, me vanter, te dire, j'ai le permis en une fois. Aujourd'hui, ça ne me dérange pas de dire, en fait, que j'ai eu le permis en 2 fois. En fait, je suis humaine. Je suis imparfaite et c'est normal. Et c'est justement le livre de Brené Brown qui m'a permis de bien prendre conscience de ça. Et voilà. Donc, voilà 3 livres. Je pense que c'était des tonnes, hein, honnêtement, les livres. Je peux prendre justement Seth Godin, Lichpin. J'ai déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Oui, 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 j'ai oui. parlé de ça. J'ai aussi parlé de... Voilà, pour justement... Je sais que quand on veut seulement créer du contenu, on a souvent du mal. On croit qu'il faut être parfait. Il faut lire Practice de Seth Godin. Ça, c'est un livre que je relis tout le temps quand j'ai des baisses de motivation dans ma pratique. Il Ok. montre en fait que justement, c'est en pratiquant qu'on arrive à s'améliorer. Et quand je commençais, j'avais vraiment du mal à peut-être payer mes services. OK? Et quand tu comprends en fait que quelque chose qui est gratuit, c'est pas forcément une bonne chose en fait. Quand je fais payer, Mhm, c'est parce que je vais donner la meilleure qualité aux personnes qui me suivent. Donc mhm. c'est en lisant cette Godin que j'ai compris en fait que le prix, l'argent, c'est pas forcément mauvais de vendre. Ce qui est mauvais, ce n'est pas délivrer la promesse que tu as, tu vois. Mhm, Donc mhm. décompresser avec ce type de sujet, comprendre qu'en fait, quand je fais payer, c'est parce que je vais donner le meilleur service à mes personnes, à mes clients, à mes clientes, et c'est une bonne chose. Donc c'est ce type de livre que je lis beaucoup en général. Ok, très bien. Et tu les lis en anglais ou en français? Beaucoup en anglais parce que Ok. je voulais améliorer mon anglais, mais j'écoute même surtout. J'ai Audible où je prends des livres. Franchement, il y a des personnes qui sont acheteuses compulsives d'habits. Moi, je suis acheteuse Je suis compulsive de confuseuse livres. de livres, moi aussi. Je vois là derrière Franchement. toi. Non, mais c'est très, très grave. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Des fois, je me retire, je dis non, 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 non. Il y en a encore 15 à la maison. On revient. Quand on a terminé. Tant pis, je Ah, mais comprends. c'est fou, je te jure. Parfois, en plus, sur Audible, je sais pas si tu as l'abonnement, sur Audible, c'est tellement facile. Tu veux un nouveau livre, tu prends 4. En fait, tu Mhm. fais un livre, mais tu prends le forfait à 4 parce que tu te dis c'est moins cher. Et puis, tu achètes 4 livres d'un coup. Et là, hier encore, j'ai 3 livres qui sont arrivés chez moi. Je fais, oh, c'est... Ah, mais c'est terrible, hein. C'est terrible. Il n'y a plus de place. Là, je n'ai plus de place. Je commence à en mettre sur le bureau. Ah, c'est terrible. Ouais. Là, j'en ai sur mon bureau, partout, il y a des livres. J'ai la bibliothèque là-bas, des livres. Dans mon téléphone, j'ai des centaines de livres. J'ai acheté une liseuse parce que je me disais Mhm. que j'allais commencer à ne plus justement éviter d'acheter les livres papier, mais non, C'est j'achète pas la toujours. même chose. Bah Ouais, oui. c'est ça. Ah là là, ok. Très bien, très bien. Bon, je mettrai dans tous les cas les notes et les liens Mm. de ces livres dans les commentaires de l'épisode, ainsi que tes réseaux, et puis principalement ton compte LinkedIn et ta chaîne YouTube où il y a énormément de choses à apprendre. Est-ce que tu as une question pour moi? Alors, très belle question. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Voilà. Hmm. Alors, pour le coup, c'est la question que je reçois le plus aussi sur ce Ah ouais? podcast. Ouais, ouais, Ok, ouais. là, vraiment, je l'ai pris comme ça. Ok. Alors, la création de ce podcast, c'était vraiment donner de l'information aux personnes qui n'avaient pas la possibilité, enfin, qui ne comprenaient pas en fait ce qu'était la qualité logicielle, ce qu'on y faisait, ce que faisait un testeur au quotidien. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'invite des personnes du secteur à venir discuter de leur métier, de leur expertise, etc. Donner ces informations-là à des personnes qui cherchent à faire une reconversion. Et le truc qui me frustrait, c'était que même dans la tech en elle-même, quand tu parles de qualité logicielle, souvent, la réaction que tu vas avoir, c'est que, en fait, c'est des métiers un peu comme ça, quoi, un peu sur le côté. Tu avais une condescendance. Ah ouais. Et en fait, je me disais, mais attendez, vous parlez de cette manière-là parce que vous ne connaissez pas ces métiers. Donc, ma mission, ça a été de créer un média qui va un peu vulgariser, démystifier, expliquer concrètement ce qu'était la qualité logicielle. Et puis voilà, apporter ma pierre à l'édifice comme ça. Parce que quand tu compares les différents marchés, le marché américain, et le marché européen, disons, c'est 2 poids 2 mesures
parce que les Américains, ils sont très, voilà, on crée des choses, on y va, on n'hésite pas, t'as ce truc-là. Et en fait, en France, on a tendance à être très timide. Mhm. Tu vois, on parlait de l'exposition. Effectivement, oui, bah, ça va être ta voix, ça va être ton visage. Et encore, j'ai pas de podcast vidéo, tu vois, qui va être mis en avant. Mais c'est nécessaire, en fait. Il faut passer par là. Super Mhm. important. Et deuxième partie, ce que ça m'apporte personnellement, c'est un espace de créativité, clairement. C'est la possibilité d'échanger avec des professionnels du secteur qui ont 5, 10, 15, 20 années d'expérience. Donc, c'est énormément d'apprentissage pour moi. Et puis, conséquence que je n'avais pas anticipée, effectivement, que ça m'ouvre un réseau et que ça appelle des recruteurs. Ça, pour le coup, j'ai été très surprise parce qu'en fait, comme tu le disais tout à l'heure, le fait que tu parles de certains sujets, on sait que tu es vocal dessus, on s'est dit, ah, on a quelqu'un, pour le coup, qui a la curiosité, qui a envie d'aller plus loin. Donc, Mhm. en termes de soft skills, c'est qu'elle a déjà la tête bien faite, tu vois. Mhm. Et j'ai eu des recruteurs, effectivement, qui m'ont contacté en me disant, ah bah, j'ai vu que tu tenais un podcast, c'est super, je suis vraiment intéressée par ton parcours, etc. Et t'as envie de bosser chez nous ou pas? Donc voilà, ça m'apporte énormément de choses. J'ai discuté avec des gens qui ont tout un tas de parcours différents parce que dans le test, tu arrives dedans en faisant principalement une reconversion. Soit tu étais développeur avant et tu bascules sur la partie test, soit en fait tu faisais complètement autre chose et tu arrives sur la partie qualité parce que tu as envie de bosser dans la tech et par le test, c'est plus facile de rentrer dedans. Voilà. Et de discuter avec toutes ces personnes-là qui cherchent des informations et qui tombent du coup sur mon profil vis-à-vis de la qualité logicielle. Enfin, Mhm. tu découvres, mais vraiment des tas et des tas et des tas de parcours différents et c'est hyper enrichissant, quoi. Ok. Donc, c'est un peu pour toutes ces raisons que j'ai fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Wow. En tout cas, c'est un très beau travail. Bravo à toi, Nankida. Merci. Et voilà. Ok, super. Bon, Natacha, merci, merci, merci mille fois d'avoir accepté de partager ton parcours et de parler de ton métier, de tes métiers même, dans ce podcast. Ouais. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation et à très Avec bientôt. plaisir. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.